Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir sur Europe 1. Grande soirée Ligue des Champions, grande soirée football jusqu'à 23h30. Débrief après ce match, bien sûr, 8e de finale, le retour entre le Barça et l'Olympique Lyonnais. Peut-être que Lyon ne fera pas comme le Paris Saint-Germain et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On le souhaite, 0-0 au match aller. Émission que vous allez pouvoir suivre avec la rencontre en intégralité sur notre antenne. Et le public du studio Pierre Bellemare qui est avec nous ce soir et qui va nous accompagner, qui va profiter des commentaires de nos experts et du match, bien sûr, l'image et le son sur Europe 1. On est ravis de vous accueillir dans notre très grand et très beau studio Pierre Bellemare. Autour de nos experts, ceux qui vont nous accompagner ce soir. Guy Roux est avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir. Laurent Fournier est avec nous également. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ancien Lyonnais notamment, ancien joueur de l'OL, Laurent Fournier, vous allez pouvoir nous en parler. Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1 est avec nous. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Parmi les voix également football de l'antenne d'Europe 1, Nabil Djellit de France Football est avec nous. Bonsoir Nabil. Lionel, bonsoir à tous. Et Grégory Schneider de Libération. Bonsoir Grégory. Bonsoir messieurs dames. On a sorti la grosse équipe ce soir, c'est l'Armada pour essayer de vaincre le terrible Barça. On va parler du Barça dans un instant. Est-il d'ailleurs encore le Barça, est-il si fort que ça? C'est vrai que pendant un moment, il survolait le football européen, voire mondial. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas et c'est peut-être une chance pour l'Olympique Lyonnais qui est une équipe très imprévisible. Et surtout, quelle tactique pour Lyon ce soir avec quelle composition d'équipe? On va retrouver nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Mais avant cela, on reviendra aussi sur l'un des événements au football de la semaine et notamment la qualification de la Juventus Turin contre l'Atlético Madrid hier avec un immense Cristiano Ronaldo, 3 buts. CR7 est-il meilleur encore aujourd'hui que lorsqu'il était notamment au Real Madrid? On va en débattre avec nos invités ce soir et on se demandera aussi si la Juve est en pole désormais pour remporter la Ligue des Champions. La Juve avec Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup plus fort. Peut-être, qui sait, au prochain tour, Juve Olympique Lyonnais en quart de finale, ça ferait rêver. Eh oui, pourquoi pas. Le Camp Nou, on y va. Barcelone avec nos envoyés spéciaux, Simon Rubin, Christophe Lamar. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous accompagner évidemment pour ce match tout au long de la soirée. L'analyse en direct aussi de nos experts. Coup d'envoi 21h. Parlez-nous de l'ambiance et puis surtout délivrez-nous les compositions d'équipes car il y avait, en tout cas du côté de l'OL, quelques incertitudes. Effectivement, quelques incertitudes. Alors pour l'instant, l'ambiance, elle est en train de monter très progressivement. J'en discutais avec le correspondant d'Europe 1 ici, permanent, et évidemment Henri Delaguérie, qui me disait il ne faut surtout pas s'inquiéter avec Barcelone. Les Barcelonais arrivent toujours au dernier moment. Mais attention, ils marquent à l'heure. Faites gaffe. En tout cas, le stade est en train de se remplir très progressivement. Les 5000 supporters lyonnais annoncés sont a priori là. Ils ont pris leur place dans le virage. Et en ce qui concerne la composition d'équipe, effectivement, il y a une demi-surprise. On se posait la question de savoir si Marcelo pourrait tenir sa place ou pas. A priori, il sera là. Et le dispositif tactique, ce sera un 3-5-2. Pourquoi? Parce que les seules fois où le Barça, en championnat, a trébuché à domicile, c'est lorsque l'adversaire lui avait opposé un 3-5-2. Je ne sais pas si on a le temps de faire la composition. On y va, bien sûr, allez-y. Lopez, Marcelo, Denayer, Fernando Marsal en défense. Milieu à 5, Léo Dubois, Ferland Mendy, Touzard, Fekir Ndombele et deux attaquants de pointe, Memphis Depay, pardon, et Moussa Dembélé. Et du côté du Barça, là aussi on se posait la question notamment autour du champion du monde français, Ousmane Dembélé. Allait-il venir être titulaire? Eh bien la réponse est non. Ce soir il est sur le banc. Alors l'équipe, sinon c'est du classique. Ter Stegen dans les buts, Sergi Roberto, Piqué, le jeune français, l'anglais et Jordi Alba pour la défense. Sergio Busquets, Rakitic et Arthur au milieu de terrain. Et donc le front offensif avec bien sûr Messi, Suarez et Coutinho qui sera là, qui est un joueur arrivé en janvier 2018 qui a jamais vraiment réussi à s'arroger l'amour du public. Ce soir il sera très attendu, profiter de l'absence d'Ousmane Dembélé.
Des deux côtés, on a quand même sorti les hommes en forme et des deux côtés, on n'a pas pris de risque. Les joueurs dont on pouvait s'interroger de la bonne forme, on les a mis sur le banc. Très très gros match ce soir et très grosse équipe aussi du côté du Barça. Tout à l'heure, Simon Rubin, Christophe Flammard pour le coup d'envoi, 21h bien sûr. On sera avec Henri de la Guérie qui vous accompagne au Camp Nou ce soir, notre correspondant permanent en Espagne à partir de 20h30 pour évoquer le cas du Barça, décortiquer ses compositions d'équipe et savoir comment l'OL peut arriver à contourner cette équipe catalane. Évidemment, les Catalans sont favoris ce soir, mais tout est possible depuis quelques jours maintenant en Ligue des Champions. On a vu tellement de surprises qu'il peut tout arriver et ça peut peut-être jouer en la faveur de l'Olympique Lyonnais. Je vous informe également que ce soir, il y a un autre match de Ligue des Champions, une affiche magnifique, le Bayern face à Liverpool. On vous tiendra informé de l'évolution du score. Là aussi, coup d'envoi 21h. Les grands débats avec nos invités, Laurent Fournier, Guy Roux, Nabil Djellit, Grégory Schneider et Jean-François Pérez. C'est dans un instant sur Europe 1. Suivez la Ligue des Champions sur Europe. La grande soirée Ligue des Champions sur l'antenne d'Europe 1. Barça face à l'Olympique Lyonnais. Le Camp Nou, on va retourner évidemment au stade en Catalogne dans quelques instants. Mais d'abord, on va se pencher avec nos invités, avec Guy Roux, avec Laurent Fournier, avec Jean-François Pérez, avec Nabil Djellit, avec Grégory Schneider sur l'un des exploits de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à savoir une autre remontada en quelque sorte. C'est vrai qu'au match aller, Madrid, l'Atlético avait gagné 2-0. Au match retour hier, la Juventus s'est imposée 3-0 grâce à un immense Cristiano Ronaldo, 123 buts en Ligue des Champions. Ce joueur est magnifique. Évidemment, il y a toujours débat pour savoir s'il est meilleur que Messi ou pas. La question ce soir qu'on va se poser, et je commence avec vous, Guy Roux, c'est si avec l'âge, Cristiano Ronaldo est encore meilleur qu'il ne l'était il y a quelques saisons avec le Real Madrid. Je ne pense pas. Je pense que, on va voir sur l'ensemble. Évidemment, si on se base sur le match d'hier, il est au niveau des meilleurs moments de sa carrière précédente. Mais des soirées comme ça, il en a fait des dizaines pour arriver à 123 buts. Et notamment un très grand nombre de buts dans les phases de terminales, de matchs directs, élimination directe. Je crois que c'est 63 buts. Bon, il faut marquer 63 buts dans des matchs extrêmement serrés. Non, je pense même que sur l'ensemble de la saison, il est légèrement moins bon que l'année dernière. Et il va rester longtemps parce que c'est un professionnel absolument modèle. Mais il va rester longtemps, il marquera encore des buts à 35 ans, mais moins. Alors moins, c'est aussi un repositionnement. Il est beaucoup, Laurent Fournier, plus dans l'axe maintenant qu'il ne l'était par le passé. Parfois, il était souvent dans le couloir. Ça lui réussit plutôt bien. Il fait peut-être pas les mêmes efforts, mais il continue à être extrêmement productif parce que c'est un joueur de talent en effet, mais parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ouais, mais qui aurait pu penser qu'à la Juventus de Turin, il aurait été aussi performant que ça. Il s'est adapté au championnat italien. On aurait pensé pour lui que c'était la fin, quand on le voit hier jouer, et puis la mise à disposition de ses coéquipiers. Quand on a ce talent, on voit des joueurs comme Matuidi, comme Mandzukic, qui sont capables de faire les efforts pour ce joueur qui est capable de vous faire la différence. C'est important. Grégory Schneider, il vous impressionne, Cristiano Ronaldo? Vous en avez vu quelques-uns, des grands joueurs quand même dans votre carrière de journaliste. Celui-là, il est à part quand même, non? Il est à part parce que je trouve, il avait des qualités de joueur au départ extraordinaires, et je trouve que le compétiteur est encore plus fort que le joueur. C'est-à-dire que le compétiteur a encore pris le pas sur le joueur. Alors, c'est entre son niveau, entre son orgueil, ça se situe quelque part. Comme vous l'avez dit, il a complètement changé son jeu. C'est devenu un très grand joueur de surface, alors qu'avant, c'était un type qui animait tout le côté gauche. Moi, il y a quelque chose que je trouve symptomatique dans sa démarche. Il l'expliquait dans l'hebdomadaire France Football quand il a signé à la Juventus. En fait, il expliquait en substance qu'il signait à la Juventus pour prouver que c'est lui qui faisait gagner le Real Madrid et pas le Real Madrid qui le faisait gagner. Et est-ce qu'il l'a prouvé, selon vous? Si la Juventus est championne d'Europe, on dira le dénominateur commun entre le Real Madrid qui gagnait et la Juventus qui gagnait, c'est Cristiano Ronaldo. Il aura donc fait la preuve qu'il est quelque part plus grand que les clubs qui l'ont porté. C'est clair. Et ce qui est incroyable en termes de démarche, d'ego, mais après il met les moyens pour être à ce niveau-là. C'est sidérant. C'est clair, Jean-François Pérez, qu'il a manqué beaucoup de choses au Real Madrid cette saison. Peut-être un entraîneur, Zinedine Zidane, mais il revient la saison prochaine. Et Cristiano Ronaldo. Et là, avec la Juve, cette équipe italienne s'est bonifiée en Ligue des Champions. En championnat, bon, c'était pas vraiment utile, mais la Juve est en tête. Elle se balade. Mais là, en Ligue des Champions, on en parlera dans quelques instants. Voilà, les Turinois font partie des favoris parce que Cristiano Ronaldo. Parce que notamment Cristiano Ronaldo. Faut pas oublier quand même qu'autour de lui, il y a de sacrés joueurs, dont un Matuidi qui aurait peut-être été bien précieux au Paris Saint-Germain ces dernières saisons, quand vient le temps des éliminations directes en Ligue des Champions. Je suis
vraiment, franchement, et extraordinairement impressionné par ce qu'il a fait hier soir, mais même avant le match. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images du tunnel avant que les joueurs n'entrent sur la pelouse. C'était le cheerleader, quoi. C'était le chef des majorettes. C'est-à-dire qu'il était complètement à bloc. Il allait vers chacun de ses coéquipiers, le poing serré, en leur faisant la bise, le check, quelques mots glissés à l'oreille pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire que lui savait pertinemment qu'il avait la clé de ce match. Et quelque part, ils sont entrés sur la pelouse, les Turinois, en sachant qu'ils allaient le faire grâce à ça. Ils nous l'avaient déjà fait plus ou moins lors de la finale de l'Euro 2016 quand il sort blessé et qu'il trouve une espèce de rôle un peu subliminal comme ça au bord de la pelouse. Hier soir, il l'a fait avant le match. Et évidemment pendant le match, en montrant qu'il n'avait rien perdu de son génie et de sa force dans ces matchs-là. Parce que finalement, si ce joueur est aussi légendaire que ça, c'est qu'il s'accomplit dans ces matchs-là, ceux qui sentent le sang, ceux où il y a de l'enjeu, ceux où il y a des dizaines de millions même d'euros qui sont en jeu. Ça lui plaît. Et on l'a même reconnu après le match avec cette célébration, un petit clin d'œil à l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, excessivement viril pour ne pas dire autre chose. Ça aussi, c'est Cristiano Ronaldo. C'est quelqu'un qui déteint, il est très individualiste, Nabil Djellit, mais c'est quelqu'un qui déteint sur tout un collectif. C'est un leader parce qu'il sait que le groupe peut le servir, lui, en premier. Ouais, c'est un leader qui est absolument hors norme. Effectivement, il tire les autres comme jamais. Et puis il a une force d'intimidation qui est assez incroyable parce que c'est vrai que cette scène où on le voit dans le vestiaire, il discute, enfin dans le couloir, il discute avec ses coéquipiers, mais il est malin aussi parce que il parle aussi avec l'arbitre au passage. Je veux dire, je dis pas qu'il y a eu de la bienveillance sur le coup d'après, mais il est là. Je veux dire, il perd pas le nord, il reste complètement lucide. Alors ce soir, on va aussi parler de Lionel Messi. C'est vrai qu'il y a une dualité. L'histoire, sur les 15 dernières années, c'est Messi contre Ronaldo. Moi, pour résumer ce duel, Messi doit tout au Barça. Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression qu'il doit tout à lui-même. C'est ça la différence. C'est un individualiste, Laurent Fournier, avant toute chose. Et c'est ça aussi qui lui permet d'être le grand joueur. De faire la différence, déjà, c'est important. Mais moi, ce qui m'a impressionné hier, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ses coéquipiers sont à sa disposition. Quand vous vous mettez à disposition d'un joueur, c'est que le joueur, il a le talent et vous sentez qu'il est capable de vous faire la différence. On voit à la Juve des Chiellini, des Bonucci, c'est des joueurs qui ont l'expérience de la Coupe du Monde et se mettre à la disposition d'un Cristiano Ronaldo qui arrive à la Juve en disant « je vais vous faire gagner », c'est important. Giroud, quand on est entraîneur et qu'on dispose d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, il y a un régime spécial, on traite ce joueur de manière particulière par rapport aux autres. Il faut évidemment lui magnifier. On ne peut pas le traiter comme on traite un junior qui vient d'entrer dans le groupe, qu'on continue de traiter comme un écolier. Mais je ne pense pas qu'il faut laisser apparaître une différence. En tout cas, dans la quantité de travail, ça serait plutôt en lui en faisant faire plus, parce qu'il en réclame. Pour le reste, il faut un grand respect, il faut éviter les heurts. Peut-être que quand il a une décision à prendre sur des jours de vacances ou des choses comme ça, il le consulte en douce avant. Enfin, le joueur principal, c'est souvent ça. Il y a une connivence avec l'entraîneur. Si jamais il y a heure, ça va pas loin. Mais il force le respect, c'est important à dire, parce que je trouve que lui a joui d'un préjugé défavorable par rapport à Messi. Très longtemps, on a dit Ronaldo, non pas Cristiano Ronaldo, non pas le vrai Ronaldo, en faisant référence au Brésilien. Je trouve qu'il est parti de plus loin, et on l'a souvent, et je terminerai là-dessus, réduit quelque part à un athlète, parce que c'est vrai qu'il a un corps. Il a mis son corps au service, son corps est un instrument au service du football, et on l'a il a aussi le culte du corps, quand même, de son propre corps. Oui, mais il a l'intelligence et de comprendre que son corps est un outil à sa réussite. Ouais. Je veux dire, son meilleur investissement, c'est son corps. Mais le dénuer de talent, comme ça a été fait par séquence et par certains, en revanche, c'est terriblement injuste pour lui. Je veux dire, il s'est toujours construit dans l'adversité, dans le fait que oui, on m'aime pas. Finalement, il est parti du Real parce qu'il a estimé qu'on ne l'aimait plus et que du côté de la Juventus, on l'a aimé. Voilà. Sans tomber dans la psychanalyse de paquet de lessive, c'était un enfant qui n'était pas désiré. C'est l'Ajax. C'est dans sa bio. C'est un enfant qui n'était pas désiré au départ et qui a dû. Non, alors il y a quelque chose qui avait été souligné par Laurent Fournier il y a 3 semaines qui est très important, c'est-à-dire qu'il a quand même changé de club contrairement à Messi. C'est-à-dire quand vous changez de club, vous sortez de votre zone de confort, vous devez reparamétrer tout le monde autour de vous, c'est très compliqué. Alors, il est arrivé à Manchester en admettant que ce soit son premier club de très haut niveau. Il a été au Real et tout s'est refait autour de lui. Et là, s'il réussit encore ce coup-là à la Juve, c'est quand même un coup qu'aura pas fait Messi. Aussi fort qu'il est,
Mais c'est quand même se mettre en danger dans des proportions. C'est pas le même championnat, c'est pas la même culture, c'est des grands pays de foot. Arriver à s'y faire dans le club majeur de chacun de ces championnats-là, c'est au-dessus de tout. Et n'oublions pas Jean-François qu'à l'origine de tout ça, il y a un entraîneur qui a longtemps exercé en France, Laszlo Bologna. Ouais, au Sporting du Portugal. C'est lui qui l'a lancé au plus haut niveau. Voilà, entraîneur roumain qui a À entraîné Rennes. Enfin, Rennes, à Nancy notamment. Guy aurait pu effectivement. lancer Cristiano Ronaldo, mais comme ailier, j'imagine. Comment vous l'auriez fait jouer d'ailleurs Cristiano Ronaldo au départ si vous l'aviez eu à Auxerre, Giroud? Ailier droit? Bon, peu importe. Il peut faire. Bon, je pense que à l'aile, c'est le même cas que Mbappé. Et c'est plus facile. Plus facile, il n'y a qu'un défenseur en face. Au milieu, là, il y en a 3. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut moins courir, ou des plus petites courses, au milieu que sur le côté. On peut le dispenser totalement de travail de défense, seulement une petite opposition par sa présence, c'est tout. Et puis, qui se spécialise dans les finitions. Et c'est ce qu'il fait. Et les balles arrêtées. Et il continue à battre des records. Il veut marquer l'histoire avec sa carrière. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a envie de laisser son empreinte, Jean-François Pérez. C'est ça aussi qui l'anime. Et aujourd'hui, non, mais ça c'est déjà fait incontestablement. En Ligue des Champions déjà, c'est 123 buts, c'est énorme. Mais y a-t-il vraiment débat aujourd'hui? Il y a le scrutin du Ballon d'Or avec les conditions que l'on connaît. C'est pas lui qui l'a eu cette année, c'est Modric. Mais le meilleur joueur de foot du monde, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a pas de débat, on veut bien Jean-François. considérer que la compétition suprême en club, sachant que quand on vient d'un pays qui est un peu moins fort que les autres, évidemment c'est plus difficile de gagner la Coupe du Monde ou l'Euro. Il a gagné l'Euro aussi. Et Ronaldo a fait gagner le Portugal, Messi n'a pas fait gagner l'Argentine jusqu'à présent. Donc la compétition la plus précieuse, la plus prestigieuse, c'est bien sûr la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo possède tous les records offensifs en Ligue des Champions. Ex-aequo ou pas ex-aequo. Mais il possède tous les records de cette compétition. De buts marqués lors des phases de poule, de buts marqués en phase éliminatoire, de passes décisives, de saisons jouées au plus haut niveau, de trophées remportés. 5 trophées remportés, Voilà. il n'y a aucun équivalent dans les joueurs en activité, aucun. Alors, juste un petit bémol pour les pro-Messi, parce que je sais qu'il y en a et que c'est clivant. Il est quand même plus âgé que Messi. Est-ce qu'il y en a encore Il est des quand même plus âgé. pro-Messi? Non, je pense qu'il y a des Même dans pro-Messi, le public ici dans Studio Bellemare, qu'il tout a le monde des dit d'accord, non, tout le en fait. monde Je est pense qu'il y a des pro-Ronaldo. pro-Messi lyonnais, c'est Nabil Fekir, plutôt. Nabil Fekir, on va Guy en voulait parler dire dans quelque quelques instants. Oui, Guy, pour conclure sur Je Ronaldo. voulais simplement dire, je souhaite vivement que nous tous, on ne pense pas ce soir que c'est Messi le meilleur joueur du monde. Ah bah je suis À d'accord. 22h. Bien sûr, à 23h Mais même, à 23h. ce serait bien, à 23h. Ça serait magnifique, ce serait magnifique que Messi ne soit pas le meilleur joueur du C'est pas monde. magnifique du tout pour Bah, Lyon. bien, j'en suis persuadé. Et on va suivre votre conseil, Guy. On va parler de Messi, du Barça dans quelques instants. Mais d'abord, encore un tout petit peu de Juventus, qui, grâce à Cristiano Ronaldo, notamment, c'est quand même positionné en pole position pour remporter cette Ligue des Champions. Qui l'eût cru? C'est vrai qu'il n'y a plus le Real aujourd'hui. Il y aura sans doute plus ou le Bayern ou Liverpool finaliste la saison passée, ce soir également. Donc peut-être une carte à jouer pour la Juve, on en parle dans un instant. Suivez la Ligue des Champions sur Europe. La grande soirée football sur l'antenne d'Europe 1, la Ligue des Champions en effet, avec en intégralité et en public ce soir dans le studio Pierre Bellemare, avec des supporters, des spectateurs, des supporters lyonnais. Il y en a des supporters lyonnais ce soir, je crois, dans le public. Il y en a quelques-uns. Merci d'être là, merci d'être là. Il y avait quelques supporters parisiens la semaine dernière. On souhaite que ce studio vous porte bonheur. Ce soit pas l'inverse de ce qui s'est passé, enfin la même chose ce qui s'est passé Sur le la papier, semaine dernière. C'est plus dur ce soir, a priori, Oui, que mais ce que ça justement, n'était la semaine dernière. aujourd'hui, les cartes sont redistribuées, Jean-François Ça Pérez. doit être ça, la Ligue des Champions. Vous êtes avec 2019. nous en compagnie de Guy Roux, de Laurent Fournier, Grégory Schneider, Nabil Djellit, Jean-François Pérez, le chef des sports d'Europe 1, pour parler encore de la Juve avant de se pencher vraiment sur ce Barça OL à suivre en intégralité sur Europe 1. La Juve qui, avec l'élimination, c'est vrai, d'autres demi-finalistes, la Roma, l'Atlético de Madrid hier a été éliminé donc par la Juve. On le disait, il y aura soit le Bayern, soit Liverpool qui sera sorti ce soir. Du coup, la Juve, le Laurent Fournier peut se positionner comme un grand favori de cette Ligue des Champions. Ça a toujours été un favori pour moi, Ouais. par rapport à ce qu'ils font en Serie A. Je crois que hier, l'exploit de revenir au score par rapport à ce qu'ils avaient fait contre l'Atlético, ils avaient perdu 2-0. C'était compliqué. Quand vous êtes deuxième du championnat d'Espagne et que vous arrivez à Turin avec l'ambition de garder un résultat et que la Juve met une pression énorme dans l'état d'esprit.
dans l'envie, dans la détermination, et que vous avez des joueurs de talent, ça en fait un favori de la Ligue des Champions. Est-ce que c'en est un pour vous aussi, Giroud, favori de la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo? Oui, Sans bien Cristiano sûr. Ronaldo, ça aurait été différent peut-être. Non, mais je ne doute jamais du Bayern, même s'il échoue un peu tous les ans, mais pas loin. Et de la Juve? Une ligne, pas favori. Pas favori. Si Barcelone gagne ce soir brillamment, je mettrais Barcelone un petit peu. Pour aussi. vous, il y aurait Barcelone, le Bayern et ensuite la Juve? Non, Bayern et Juve ensemble. Sur le même niveau à peu Ouais. près. D'accord, parce que vous avez le sentiment que les deux équipes se valent. J'en ai une bonne. Oui, parce que la Juve, la Juve, ils ont des limites dans la qualité du jeu et dans l'offensive. Et puis, leur défense est très bonne, leur manière de défendre est historiquement légendaire, mais ils prennent des buts quand même. Jean-François Pérez, la Juve a quand même envoyé un sacré signal parce que c'était l'Atlético Madrid. C'est une équipe redoutable, solide en défense. Enfin, c'était pas n'importe qui. Ah non, c'est extraordinaire d'avoir réussi à forcer le verrou de l'Atlético, qui est une équipe qui finalement est construite pour ce genre de performance, c'est-à-dire gagner sur un petit score. Bon là, c'était 2-0, c'était presque génial pour eux. Et puis ensuite, aller défendre ça au match retour, ou d'ailleurs que ce match retour se déroule. Et là, ils ont vraiment, pour le compte, explosé. Et Diego Simeone avait une espèce de regard perdu. Il avait vraiment la sensation que tout s'était délité comme ça en quelques minutes sous ses yeux et qu'il était impuissant. Je l'avais rarement vu autant impuissant, Diego Simeone, qu'hier soir. Après, la Juve, selon moi, ce qui lui manquait ces dernières années, elle avait quand même une certaine constance dans la performance européenne. Elle est souvent allée relativement loin, mais il manquait parfois un peu de génie. Et je pense que cette année, ils l'ont, le génie. Donc moi, je la mets, oui, en effet, Barcelone devant les autres, il n'y a pas de problème s'ils passent ce soir. Mais derrière Barcelone, c'est la Juve pour moi. Mais personne parle de Manchester City. Oui, voilà. Alors, on est un peu étonné. Qui en a passé 7 à Schalke hier. Vous avez Grégory Schneider, ce d'abord. soir, vous avez possiblement 4 clubs anglais en quart de finale. Ce qui serait phénoménal. On sait. Et peut-être 0 en Espagne. Et peut-être 0. On sent. Peut-être 0 en France, mais on le souhaite pas. Non, mais depuis quelques années. Moi qui très pensais que c'était franchement, l'année du PSG. mais enfin bon. on sent, sur le front européen, on sent que les clubs anglais montent quand même en puissance. Ils sont à marée basse depuis 10 ans. Alors il y a eu un afflux d'argent à cause des droits télé. Ils apprennent à le dépenser parce qu'il faut apprendre à dépenser ça. Et là, très franchement, s'ils mettent 4 équipes en quart, ils auront la loi du nombre. Ce qu'a fait Manchester United, c'est quand même exceptionnel. On a l'impression qu'il ne peut plus Le leur PSG arriver aussi. grand-chose. Manchester City, c'est quand même pour l'instant l'équipe la plus séduisante, celle qui a le plus de cachet. Je ne vois pas comment on pourrait écarter nos amis anglais comme ça. D'accord, donc la Juve Non, viendrait mais la pour Juve, vous, Nabil après, Djellit. attention, il y a un aspect qui rentre en ligne de compte, c'est le tirage au sort. Également contre équipe. Je veux dire, si vous tombez contre Porto en quart de finale, c'est pas Liverpool ou le Bayern, par exemple. Je veux dire, même si je veux pas, si je veux pas manquer de respect à Porto, je connais plutôt bien. Je connais aussi les limites de cette équipe entre guillemets, quoi. Donc moi, je vois Manchester City s'ils règlent leurs problèmes défensifs, notamment la perte du ballon, une équipe qui ressemble un peu à Barcelone, et j'ai l'impression que cette année leur escouade offensive est quand même impressionnante. Alors effectivement, ils sont sur 2 tableaux comme Liverpool parce qu'ils jouent le titre de champion d'Angleterre, mais je crois qu'un des grands défis de la carrière de Guardiola, c'est de gagner la Ligue des Champions sans Lionel Messi. Vous avez partagé ce sentiment, Laurent Fournier? Là, quand vous me demandez City si la devant. Juve Ouais. était favori, oui, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Après, vous avez City, vous avez peut-être Barcelone, le Bayern. Ces 4 équipes seront sûrement en demi-finale en mai prochain. Et l'Ajax. Oui, après l'Ajax, c'est vrai que par rapport au C'était match... un coup. je pense, oui, parce que les autres n'ont pas été Et puis il n'y exceptionnels. avait pas Ronaldo aussi. On pensait aussi qu'il allait avoir le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain a été inexistant contre Manchester United. C'est gentil. Après, les grosses équipes, les joueurs qui ont l'ambition de gagner la Ligue des Champions, et quand vous avez des Bonucci, des Chiellini, des Ronaldo, vous êtes obligé de penser d'être un favori. C'est quoi le style de jeu de la Juventus? Est-ce que c'est une équipe qui joue à l'italienne? Laurent Je Fournier. sais pas, déjà le changement de tactique avec 3 derrière et des joueurs sur le côté, on l'avait vu avec Conte pendant le mondial. Et puis un joueur comme Matuidi, que tout le monde pensait qu'il était cuit et on l'a laissé partir du PSG, qui est capable de vous faire avancer une équipe. Ce qui a manqué au Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs le suivent et lui est capable d'exercer un pressing constant sur le porteur du ballon avec là une récupération assez haute. Et c'est pour ça que Ronaldo, hier, sur ce match-là, a été présent dans la surface de réparation et a réussi à marquer ces buts-là. Grégory. Par rapport au cliché du football italien, c'est terminé depuis longtemps et la Ligue des Champions a imposé, je trouve, des standards de jeu qui sont à peu près partagés par toutes les équipes. Ça va à 1000 tours, c'est d'une intensité invraisemblable. C'est-à-dire que plus personne attend, plus personne, c'est toujours un but de plus, c'est toujours généreux. On joue à l'extérieur comme on joue à domicile.
domicile, demandez à l'Ajax, demandez à Manchester. L'Ajax, ils ont fait le même match chez eux qu'ils ont fait à Madrid. Simplement, un coup c'est passé, un coup c'est pas passé. Mais on est en fait sur ce qu'a montré Liverpool un peu l'année dernière, ce qu'a montré l'AS Roma. On est sur un football qui va à 1000 tours. Que vous soyez anglais, que vous soyez allemand, que vous soyez... C'est-à-dire que la Ligue des Champions aspirait à un peu lisser les styles de jeu et à monter tout ça à un niveau d'intensité invraisemblable. Ouais. Mais pourtant le sentiment, Giroud, que le championnat italien, en tout cas que le football italien était un peu en perte de vitesse en comparaison de ce qui se passe en Espagne et en Angleterre notamment, alors que pendant un moment, notamment à l'époque du Grand Milan et de la Juve de Platini notamment, c'était le roi d'Europe, le football italien. Alors c'était les rois d'Europe économiquement. Les grandes équipes appartenaient soit à Berlusconi, qui avait des télévisions et des journaux, soit à la Fiat, famille Agnelli, à Agnelli, soit à d'autres que je n'ai pas en tête aujourd'hui, les grandes équipes. Et puis les stades étaient pleins. Le dimanche après-midi, c'était sacré. Les Italiens, les familles moyennes, de la classe moyenne, n'avaient pas de voiture, mais ils avaient 5 abonnés au stade. Et c'était cher en plus. Comment ils allaient au stade alors s'ils n'avaient pas de voiture, à Guy? pied. Ils allaient à pied. En Vespa? Parce qu'en Italie, on habitait beaucoup dans des villes moyennes, et le stade était au milieu de la ville. C'est à peu près comme ça partout. Ouais. Après, il y a une attractivité de la Juve, un modèle économique rationnel, intelligent, une tête d'affiche exceptionnelle avec Cristiano Ronaldo, mais c'est aussi un club qui est connu pour faire des super coups sur le marché. Emre Can est arrivé libre, Khedira est arrivé libre. La saison prochaine, Ramsey, le joueur qui évolue à Arsenal, va arriver libre. C'est également une réflexion sportive. Libre et revanchard. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à la Juve et qui étaient en situation de semi-échec, voire d'échec, là où il était. Can à Liverpool, Matuidi au Paris Saint-Germain, Mandzukic au Bayern, tout à fait. n'était plus aussi désiré que ça. Et ils ont un vrai talent, je trouve, pour faire travailler ces joueurs-là. Moi, très franchement, hier, on a eu Matuidi sous les yeux pendant 4-5 ans. Ce qu'on a vu hier de Matuidi, c'est autre chose. C'est supérieur, il est beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus... Avant, il était là par rapport aux défenseurs. Qu'est-ce qui a changé alors chez Matuidi? Je pense qu'ils les font travailler, je pense qu'ils les font énormément travailler. Il y a quand même quelque chose de... L'équipe qui va gagner la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui va mettre le plus d'intensité dans son jeu. L'équipe qui va être capable de presser. Et c'est pour ça que je pense que ce ne sera pas City. Maintenant, la maîtrise technique, comme le faisait le PSG de Laurent Blanc ou Barcelone, où on fait tourner, ça marche plus. C'est fini. Vous avez une telle intensité dans le jeu, dans la récupération du ballon, que vous êtes obligé d'être très bon techniquement. À la perte de balle, il y a des équipes comme Lyon, qui l'a fait à City, qui est capable de jouer verticalement et trouver des solutions dans la profondeur. Il faut être très attentif à ça. Pour conclure, Guy, sur ce thème. Je veux suivre Grégory lorsqu'il a parlé de l'entraînement. Ouais. Il y a une tradition d'entraîner et de vivre professionnellement en Italie que la France n'a jamais connue. En France, il n'y a jamais un club qui, après une défaite un samedi soir, a emmené ses joueurs au vert jusqu'au samedi suivant. Et puis comme ça, 3 semaines de suite parce qu'ils ont perdu 2 matchs. En France, on est incapable de faire ça. Sur la quantité de travail, sur la musculation, tout ça, ils étaient en avance de 20 ans. Grégory, j'avais une anecdote du joueur suisse Gelson Fernandez, et je lui avais dit, parce qu'il m'avait dit ce que vient de dire Giroud, la qualité des entraînements en Italie est supérieure. Et je lui ai dit à quoi on le reconnaît. Il me dit le premier entraînement post-match, il n'y a déjà pas un mot. Ils sont tous concentrés, personne ne parle. Voilà. Parce qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Au lieu de partir à Ibiza ou sur la plage ou pas partir au vert pour un match de Ligue des Champions. Il y a aussi les courses de dromadaire. Arriver avec sa propre voiture 2 heures avant le match. Chacun ses chouettes destinations. Écoutez, pour les vacances, on fait ce qu'on veut. Mais vous avez raison, les courses de dromadaire, c'est un peu moins à la mode en ce moment. Ça bosse, en effet. On se retrouve dans un instant avec Nabil Djellit et un paquet de blagues encore à venir. Grégory Schneider, Laurent Fournier, Guy Roux, Jean-François Pérez et Henri de Laguérie, notre correspondant en Espagne. Il va nous rejoindre également en direct du Nou Camp, puisque on va parler et se plonger vraiment dans la rencontre qui va nous occuper ce soir, à suivre en intégralité sur l'antenne d'Europe 1 avec l'analyse en direct de nos experts. Barça Olympique Lyonnais, à tout de suite. Suivez la Ligue des Champions sur Europe 1. À 25 minutes du coup d'envoi du grand match ce soir en Ligue des Champions, Barça face à l'OL, notre émission en public dans le studio Belmar, nos auditeurs, nos auditrices qui vont pouvoir suivre la rencontre avec le son et l'image, avec le commentaire de nos envoyés spéciaux, l'analyse évidemment de nos experts avec nous, Guy Roux, Laurent Fournier, Jean-François Pérez, Nabil Djellit et Grégory Schneider, et Henri de Laguérie qui nous a rejoint. Henri qui est notre correspondant permanent en Espagne, qui est au Camp Nou, côté de Simon Rubin et de Christophe Lamar. Bonsoir
Bonsoir Henri. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver. Henri Delaguérie, vous nous informez chaque week-end sur l'actualité du football espagnol et notamment le Barça. Avec vous, j'aimerais juste qu'on se penche et avant qu'on évoque un peu plus loin et un peu plus avant les compositions d'équipe, la manière de jouer, les tactiques, j'aimerais qu'on se penche sur le cas du Barça. On a quand même le sentiment, alors ça reste évidemment une très grande équipe, c'est un très grand club, mais est-ce que un club, bien sûr, mais est-ce que le Barça n'est pas moins fort que par le passé ? Oui, c'est vrai que ils sont leaders de leur championnat, mais on a le sentiment que voilà, c'est pas le très très grand Barça d'il y a quelques années. C'est évidemment pas le Barça de Guardiola, et je dirais que c'est pas forcément non plus même le Barça de Luis Enrique. C'est très fort, mais c'est vrai que les recrues qui sont arrivées ne sont pas forcément n'ont pas donné pleinement satisfaction. On en parlera. Il y a Coutinho ce soir qui est titulaire à la place de Dembélé parce que Dembélé s'est blessé samedi soir. Et Coutinho, par exemple, il déçoit beaucoup. Il a été recruté pour 150 millions d'euros il y a un an et ça se passe pas très bien. Et c'est vrai que c'est un Barça. Voilà, ce n'est pas un Barça absolument extraordinaire. Il a remporté 2 classicos d'affilée contre le Real Madrid en Coupe du Roi et en championnat. Et malgré tout, on avait surtout l'impression que c'était un Real qui était vraiment en deçà et un Barça qui était bon, mais c'était pas non plus absolument extraordinaire. Alors le Barça ne tremble sans doute pas en attendant Lyon, il y aura de la prudence et du respect, mais comment vont jouer les Barcelonais ce soir? Dans quel état d'esprit? Comment les Catalans abordent la rencontre contre l'OL? Eh bien écoutez, je peux vous assurer qu'ici tout le monde a en tête ce qui s'est passé la semaine dernière en Ligue des Champions, ce qui s'est passé aussi hier soir dans une moindre mesure, mais c'est vrai que cette élimination du Real Madrid et du PSG a marqué les esprits ici, et vous savez c'est assez habituel, il y a ces éléments de langage, 90 minutes, tout est possible, attention, il n'y a pas de petites équipes, c'est les mots qui ont été prononcés hier par l'entraîneur Valverde, mais cette fois-ci on a vraiment l'impression que c'était sincère. Il y a le grand journal sportif ici, Mundo Deportivo, qui titrait ce matin c'est comme une finale, et j'ai lu beaucoup d'éditos qui disaient attention, c'est vraiment une Ligue des Champions complètement folle et il ne faudrait pas qu'il nous arrive les mêmes mésaventures que le Real et le PSG. Donc j'ai vraiment l'impression que ce Barça prend très 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 au sérieux ce match parce que voilà, il s'est passé ces éliminations la semaine dernière. Et puis il y a un joueur qui sera très très motivé évidemment ce soir, c'est Lionel Messi, parce que Cristiano Ronaldo a inscrit ce triplé hier soir et cette rivalité elle est très importante et Messi aura à cœur évidemment ce soir de répondre aux Portugais. On a l'impression quand même, Laurent Fournier, que cette rivalité elle est plus cultivée par Cristiano Ronaldo que par Messi. Vous pensez que Messi il est excité par le fait que Cristiano ait marqué 3 buts hier et qu'il veuille lui aussi en marquer 3, 4, 5 ? Je pense que oui, parce qu'il y a une rivalité par rapport au Barça, mais c'est surtout l'envie de qualifier son équipe. Vous voyez la Juventus avec Ronaldo se qualifier pour les quarts finales et Barcelone ne pas se qualifier. Je pense que la motivation elle est énorme, même par rapport à se rencontrer plus tard, peut-être en demi ou en quart. C'est important pour un joueur comme ça d'être le meilleur possible. Le Barça par le passé, Giroud était l'équipe référence, le football absolu, c'était l'équipe quasi invincible. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ça reste évidemment un très grand club en effet, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de la déperdition ces derniers temps? On va voir. Moi, je pense qu'elle est un peu sous-cotée en ce moment. Sauf dans le championnat d'Espagne, où il se promène quand même. Hein. Mais en Europe, elle est un peu sous-cotée. On a fait monter les autres et on va voir ce soir. Mais alors, si vous vous référez au passé, évidemment, mon âge me permet de me référer à Cruyff, Niskens comme joueur, avec Rinus Michels, puisque j'avais été faire un petit stage là-bas à ce moment-là. Parce que j'en ai encore des étoiles dans les yeux d'un entraînement. Mais depuis... Ils ont eu souvent une très bonne équipe, très brillante, effectivement qu'on peut regretter. Mais là, il suffit qu'ils fassent une grande finition de Ligue des Champions, plus le titre espagnol, on sera obligé de les considérer comme avant. Est-ce que c'est une équipe qui avance masquée en Ligue des Champions, Jean-François Pérez, cette équipe du Barça? C'est-à-dire qu'on est tellement quelque part traumatisé, j'allais dire, par le Barça de Guardiola ces dernières années, qu'on a du mal à faire la comparaison et on se dit oui, en effet, c'est moins bon, c'est moins fort, c'est moins ceci, c'est moins cela, et puis Messi vieillit aussi. Hein. C'est un autre Messi, c'est un autre Barcelone, peut-être un peu plus froid, peut-être un peu plus prenable aussi, parce que si on est là ce soir et si on se dit qu'il y a du suspense
et qu'on va se régaler, j'espère, c'est parce qu'il y a eu 0-0 et que les Barcelonais ont quand même raté une dizaine d'occasions. Il n'y aurait jamais dû y avoir 0-0 normalement. Donc ça veut dire que ce Barça a des failles. Il va falloir un Lyon extrêmement fort à tous les postes, avec des joueurs qui ne passeront pas à côté, tactiquement prêt au sacrifice également jusqu'à la dernière minute. Mais ce Barça-là, s'il n'impressionne pas, n'en reste pas moins dangereux. Et même à la limite, là encore plus, parce qu'on a tendance à s'en méfier un peu moins. On n'a plus la sensation d'affronter un géant du jeu comme ça pouvait l'être il y a 3-4 ans. Ouais. Messi reste le principal danger dans cette équipe du Barça. J'ai envie, j'ai envie de vous dire, j'avais préparé ma punchline. Messi est grand, le Barça un peu moins. C'est comme ça que moi je lis la saison du FC Barcelone, je les suis régulièrement. Aujourd'hui, vous avez des joueurs à Lyon, ils peuvent espérer jouer au FC Barcelone. Il y a 4 ou 5 ans, tu n'avais aucune chance de prendre la place de Xavi, d'Iniesta. Quels sont les joueurs de Lyon qui pourraient jouer au FC Barcelone? On les connaît de toute façon. Sans doute. Et puis Fekir avant les croisés, oui, sûr. Maintenant, ils peuvent être. De toute façon, vous avez des joueurs de Lyon qui peuvent être dans l'effectif du Barça. Sergi Roberto à droite, franchement, c'est tout sauf un phénomène. C'est un couteau suisse. Il y a 4 ou 5 ans, il joue jamais au FC Barcelone. On connaît les points faibles du FC Barcelone. Évidemment, je ne veux pas vendre du rêve. Je suis pas tour opérateur. Mais à la perte du ballon, si vous agressez un peu Busquets, il y a moyen. Piqué, parfois, il est meilleur dans la surface adverse que dans la sienne. Sur les côtés, au niveau de la profondeur, Alba ou Sergi Roberto qui joue ce soir, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus rassurant. Ils peuvent aller jusqu'au bout, mais ils sont forcément moins flamboyants et ils sont plus que jamais dépendants de Lionel Messi. Grégory Schneider, vous partagez ce sentiment? Il y a intérêt. Non, bah non. Eh ben non. Ça va se terminer en pugilat cette émission. Non, mais il y a quelque chose. Je trouve on avait vu le match aller ensemble et je trouve qu'ils collectivement, il y a beaucoup d'harmonie. Techniquement, ils sont très forts, mais ils ont perdu ce qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire un côté de l'énergie, un côté agressif à la perte du ballon. Quand ils perdaient le ballon, ensuite, pendant 3-4 secondes, ils faisaient la guerre, ils le récupéraient tout de suite, ça faisait mal. Là, je trouve qu'ils ont moins de hargne sur ces phases-là, sur les 2-3 secondes de jeu de transition. Ils sont moins forts il y a moins d'agressivité, il y a moins d'énergie. Et je trouve que c'est un petit peu ça qui déséquilibre, enfin, qui rabaisse le niveau général. Dans ce que tu dis, il y a un exemple qui me vient vraiment. Alors j'espère qu'il va pas se réveiller ce soir, c'est Suarez. Qui réalise peut-être la moins bonne saison de sa carrière, en tout cas depuis qu'il évolue dans des très grands clubs. Mais un peu tous, un peu Busquets, c'est pareil, je le trouve moins. Busquets, je le trouve moins dur. Rakitic, je le trouve moins dur. Je trouve qu'il y a un peu moins de jump. Mais la maîtrise, ils l'ont moins par rapport à l'intensité des matchs de Ligue des Champions, où les équipes sont énormément préparées. Voilà. On a monté notre niveau de jeu, on est capable de mettre un pressing constant. On l'avait vu avec le Paris Saint-Germain, quand Barcelone est arrivé au Parc et que vous avez Matuidi et Verratti qui vont presser les deux centraux et qui vont harceler ces joueurs. C'est difficile. C'est difficile de trouver des solutions. On l'a dit. Vous en avez encore beaucoup des punchlines parce qu'elles sont très bonnes. Il a son petit carnet. Non, mais je rebondis sur ce que vous m'avez posé comme question, notamment sur les joueurs qui pourraient jouer du côté du FC Barcelone. C'est un secret de Polichinelle, mais le Barça est intéressé par Ferland Mendy, par exemple, pour le mettre en doublure ou en concurrence avec Jordi Alba. Eric Abidal l'a déjà eu au téléphone. Eric Abidal, qui est le directeur sportif aujourd'hui du FC Barcelone. Il recrute français, l'anglais, Umtiti, Todibo. Donc des joueurs français qui peuvent aller jouer au Barcelone, il y en a. Effectivement. Henri de la Guérie, c'est vrai qu'en championnat, le Barça passe souvent, ou passait souvent des cartons, de nombreux buts aux adversaires, même des équipes assez modestes. Est-ce que c'est encore le cas cette saison? Est-ce que cette hégémonie, cette supériorité est toujours aussi importante? Écoutez, ils ont eu un début de championnat un petit peu compliqué où toutes les grandes équipes, Real, Atlético et Barça compris, avaient un petit peu mal en début de championnat. Puis finalement, rapidement, le Barça a pris la tête de championnat. Non, j'ai pas le souvenir d'énormes raclées. C'est vrai que c'est lors de ces derniers matchs, peut-être que le Barça avait l'esprit tourné vers cette Ligue des Champions. Il n'y a pas eu énormément de buts. Mais c'est vrai, rappelons-le, pour le Barça, cette Ligue des Champions, c'est vraiment l'objectif prioritaire parce que ça fait 3 ans que c'est le Real qui l'emporte. Et pour Barcelone, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Il y a cette compétition évidemment qui est toujours là avec Madrid. Et certes, c'est très bien de remporter le championnat, mais cette année, c'est la Ligue des Champions. Rappelons que l'année dernière, le Barça avait été éliminé. Ça avait été une humiliation pour eux d'être éliminé par l'AS Roma en quart de finale. Ce traumatisme, il est encore très présent ici. C'est pour ça que je pense vraiment que ce soir, ils vont vraiment hausser leur niveau de jeu. Pour ceux, Henri de la Guérie, qui ne connaissent pas le Nou Camp, en tout cas qui n'ont jamais eu la chance d'y aller, parlez-nous de cette enceinte et de l'ambiance qu'il peut y avoir dans les grandes soirées européennes. À quoi doivent s'attendre les Lyonnais par rapport à l'atmosphère ce soir?
Bah écoutez, c'est vrai que c'est un stade très impressionnant pour les Lyonnais parce que c'est le plus grand stade d'Europe. On parle presque de 100 000 spectateurs. Les tribunes montent très haut et c'est vrai que beaucoup de joueurs disent que parfois il y a un peu ce sentiment de vertige. Et en même temps, paradoxalement, ce soir on aura certainement 90-95 000 spectateurs. L'ambiance c'est pas la plus chaude ambiance d'Espagne. Alors c'est vrai que les soirs de Ligue des Champions, il y a plus d'ambiance que d'habitude, mais c'est un public extrêmement exigeant, un public très familial aussi. Et on vient ici pour voir du beau jeu. Et si le Barça rapidement ne donne pas satisfaction, le public peut parfois s'endormir. Mais c'est vrai que pour les Lyonnais, ce sera très dur parce que voilà, ce stade est absolument immense. Mais je vois quand même que les 5000 Lyonnais sont là, sont bien présents. Ils vont faire du bruit. Je suis persuadé qu'on les entendra de temps en temps pendant le match. Quelle est l'ambiance la plus chaude d'Espagne, Henri ? Écoutez, ça se passe entre l'Andalousie, l'Atlético Madrid et Bilbao. Et moi, voilà. Vous dites Betis, vous Nabil ? Pour moi, c'est le Betis. D'accord. Si je dis pas. Si vous dites pas de bêtises, bien sûr. Non, j'ai pas osé. Évidemment. Merci Henri de Laguérie. Bon match. On aura l'occasion de vous retrouver aussi pour le débrief, bien sûr, à partir de 23h pour évoquer peut-être la qualification de l'OL qui s'est face aux Catalans du Barça. On se retrouve avec tous nos invités dans quelques instants. On sera encore connectés avec le Camp Nou dans quelques instants. On va se pencher maintenant sur le cas de l'OL. Quelle tactique pour Lyon pour essayer de vaincre l'ogre catalan? Avec quelle formation? Est-ce que Genesio a une baguette magique? Il a, c'est vrai, bien réussi, notamment contre Manchester City. Il a réussi à souvent trouver des solutions pour ses joueurs et pour son équipe. On en parle dans quelques instants sur Europe 1. La soirée spéciale Ligue des Champions sur Europe 1. Nous sommes à moins d'un quart d'heure maintenant du coup d'envoi de cette rencontre à suivre en intégralité entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Nos envoyés spéciaux nous attendent pour le commentaire de ce match, bien sûr. Toujours en public dans le studio Pierre Bellemare. Nos auditrices et nos auditeurs vont pouvoir profiter de la rencontre avec le son et l'image pour suivre pleinement cette rencontre et le débrief jusqu'à 23h30 avec tous nos experts. Guy Roux, Laurent Fournier, Jean-François Pérez, Nabil Djellit et Grégory Schneider. Et le cas donc de l'OL maintenant. Est-ce qu'il y a une tactique particulière, un secret, Guy Roux, pour arriver à battre le Barça? Spontanément, vous feriez comment pour essayer de battre cette équipe à domicile? J'étudierais bien le jeu de Barcelone, ce que je n'ai pas vraiment fait. J'aurais été le voir moi-même, déjà, très important. Ensuite, j'essaierai de ne pas trop changer ce qu'on fait d'habitude, simplement en l'adaptant, faisant attention à telle aile qui est libre ou qui ne l'est pas, telle montée, demandant à tous les joueurs, bien sûr, de jouer en permanence, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas la balle, de ne pas jouer à 7, 8 ou 9, mais 10 contre 10, et le plus près possible de la construction adverse. Et puis surtout, j'essaierai d'avoir une préparation morale totale et physique. Et bon, ceux-là, ils sont au même niveau au point de vue nombre de matchs. Les deux clubs sont au même niveau, ou à peu près. Lyon n'a pas été trop bousculé là, dans l'hiver. Le calendrier, oui. Bon, alors, s'ils obtiennent psychologiquement la totalité de ce qu'il faut mettre, alors après, si c'est bien préparé, ça doit tenir. Ce qu'il faut retenir côté lyonnais ce soir, c'est que Marcelo est bel et bien titulaire. Sera-t-il à 100%? On se pose la question. Donc dans la charnière en défense de cette équipe de l'OL, Aouar est sur le banc, passé par Touzard. Fekir est de retour puisqu'il était suspendu. Depay sera là. On a un peu de mal, Laurent Fournier, comme ça en théorie. On le verra, enfin vous le verrez en tout cas dès que la rencontre démarrera. Mais en théorie, on a un peu de mal à se dire dans quel système tactique les Lyonnais vont jouer. Est-ce que c'est un 3-5-2? Est-ce que c'est un 3-4-3-1? Enfin, c'est compliqué. 3-4-1-2. Non, c'est Combien vous dites? 3-4-1-2. 5-3-4-1-2, un 4-6-7-8 peut-être. En 1 et les deux devant de Paille et je pense qu'il va jouer en 5-2-3 avec 5-2-3, donc oui, un peu comme le faisait l'Olympique de Marseille dans les années 90. Alors, à l'époque où vous portiez le maillot de Marseille, justement. Ou deux milieux récupérateurs avec Touzard et Ndombele. Après, ce qui est inquiétant, c'est est-ce que les deux latéraux vont pouvoir monter? Parce qu'ils vont être bloqués par les latéraux de Barcelone. Et comment ressortir le ballon sans Aouar? Ndombele et Touzard, c'est plus des récupérateurs. Trouver les solutions devant, pouvoir sortir rapidement sur le porteur du ballon. Pas comme l'a fait le PSG. Parce que maintenant, avec la VAR, quand vous restez dans votre surface de réparation, il y a plein d'équipes qui essayent de tenter les centres ou les frappes et vous pouvez faire une main
qui peut vous coûter un penalty. Ce schéma tactique, Nabil Djellit, et cette composition, elle vous inspire quoi? Elle envoie quoi comme signal? Moi, elle inspire le fait à la fois qu'on a envie de jouer, mais qu'en même temps qu'il y a une forme de crainte, parce que tu mets Touzard, tu mets pas Aouar. Ouais. Laurent a totalement raison. Il est moins bon à voir en ce moment, il faut l'admettre aussi, Nabil. C'est un match pour lui, je veux dire, j'entends. Évidemment, il y a aussi, au-delà de l'enjeu collectif, il y a des enjeux individuels. Ce soir, il y a des joueurs qui jouent aussi un peu leur carte personnelle. Il va falloir être bon, briller. C'est un match qui est regardé en Mondiovision. Memphis Memphis. Voilà, exactement. Par exemple, on va voir s'il fait comme Cristiano Ronaldo, s'il arrive à mettre à exécution ce qu'il raconte. S'il sera sur la route de la qualification, donc. Exactement. Memphis, après, moi, je souhaite. On va voir, on verra si c'est un bloc médian ou un bloc bas, mais je pense que le Barça va avoir le ballon. J'espère ne pas voir Fekir comme Griezmann hier face à la Juve, plus milieu récupérateur que milieu offensif ou second attaquant. Giroud. Oui, je voudrais, avant qu'on se sépare, éviter la vision d'horreur qui s'appelle Stuttgart. C'est-à-dire, Guy? Ils ont pris 7-0 hier. Schalke a pris 7-0. Oui. Contre Manchester City. Non, mais ça, Stuttgart, 7-0, ce serait une humiliation. C'était un peu un cauchemar aussi. Schalke, c'est le gaz, Stuttgart, c'est les voitures. Alors, cette équipe de Lyon, en général, elle aime attaquer quand même, Jean-François Pérez. Elle va pas se dénaturer complètement. Elle va sans doute se méfier du Barça, mais elle va pas se dénaturer. Puis le but, c'est quand même de marquer un but. Parce que là, ça sent. Non, mais l'objectif, c'est de marquer un but. Là, ça serait quasiment la qualification assurée pour l'OL si l'OL marque un but. Genesio et ses joueurs savent pertinemment qu'il faut arriver à garder ce grain de folie. Et c'est ça peut-être qui fera le succès ce soir. Maintenant, il y en a un évidemment sur lequel beaucoup d'espoir repose, c'est Nabil Fekir. D'abord parce qu'il a eu le temps de bien se reposer et d'arriver, j'espère, à plein de jus pour ce match si important pour lui. Et puis il a un exemple sous les yeux, pour peu qu'on compare l'Olympique Lyonnais à l'Ajax, pourquoi pas après tout. Il y a un gars qui a fait un match sublime il y a quelques jours qui s'appelle Tadic. Nabil Fekir, pourquoi pas ce soir pourrait jouer le rôle de Tadic. Si c'est le cas, si il arrive à sortir des gestes qu'il n'a pas sortis depuis quelques temps déjà, l'Olympique Lyonnais peut entreapercevoir la qualification parce que sur son talent il peut y arriver et il peut faire briller les autres. S'il a des cannes, il faut qu'il ait des cannes. Ça va être intéressant de voir d'entrée pour ceux qui vont regarder le match ce que les Barcelonais vont lui mettre. Il faut parier qu'il est ciblé. Ouais. Ils vont lui rentrer dedans tout de suite. Oui, il va assez vite, ouais. Mais il s'y attend peut-être, non? Oui, et puis ce sera pas la première fois, ça fait partie du haut niveau. Non, mais Grégory, on va regarder aussi, nous. Oui, je pense. Laurent sur Fekir. Mais Fekir est capable de faire la différence à tout moment. Mais faut pas que Lyon tombe dans ses travers comme ils l'ont fait contre Strasbourg. Vous êtes capable de mener 2-0 et vous prenez des buts sur des erreurs individuelles, un manque de concentration. Parce que sur un match contre le Barça, ça pardonne pas. Après, la gestion de l'espace, on n'en parle pas souvent, mais au Nou Camp, le stade est plus large. Et quand les joueurs du Barça ont leurs repères. Mais quand vous avez l'impression que pour Rome. Non, Guy, c'est pas. Non 105 par 68, tout le monde. Genesio a tenu à rappeler hier en conférence de presse que le terrain du Barça n'était pas plus grand que les autres. C'était simplement une illusion d'optique. Quand on discute avec des gens, on a l'impression qu'ils mettent 3 jours à monter le ballon. Voilà. Du haut niveau. Alors, vous devinez en tout cas, écoutez, attendez, juste un tout petit peu l'oreille là. C'est l'hymne. On entend l'hymne du Barça. Voilà, écrit par le grand-père ou le grand-oncle de Manuel Valls. De Manuel Valls, absolument, qui se présente aux élections municipales. Donc, alors, sans doute. Bien sûr. Le protocole est là, le contexte est là. Grégory Schneider, cette équipe, je le disais, de l'OL est une équipe qui est tellement imprévisible que tout peut arriver. C'est-à-dire que ce soir, il peut y avoir un but partout et donc la qualification, comme il peut y avoir 4-0. En fait, c'est ça le risque. Oui, surtout quand les matchs les intéressent, puisqu'on a quand même une Ndombele qui nous expliquait benoîtement qu'il choisissait ses matchs et que le mercredi au milieu de semaine contre Dijon, ça l'intéressait moins. Donc, il y avait gagné un passage sur le banc dans la foulée, mais ils sont un petit peu comme ça. Non, mais je pense, compte tenu de ce qu'est le Barça et ce qu'est la Ligue des Champions, il va falloir qu'il joue haut, le plus haut possible. Il va falloir être conquérant parce qu'on peut plus se cacher dans cette compétition. On peut plus truander et s'en sortir sur 2 contre. C'est fini, c'est devenu autre chose. Il faut vraiment s'envoyer, il faut être dans l'intensité. Il va falloir qu'ils répondent sur ce terrain-là. On peut plus s'échapper vraiment en Ligue des Champions. C'est terminé. Honnêtement, Laurent Fournier, est-ce qu'ils peuvent le faire, les Lyonnais? Au ressenti comme ça du joueur, de l'entraîneur, est-ce qu'ils peuvent le faire? Et si oui, comment? Oui, franchement, non. J'en étais sûr. Non, je le sens pas. Mais pour moi, c'est trop compliqué de rivaliser. On a vu que le Barça, comme vous le disiez, avait eu 10 occasions au match aller, alors qu'ils étaient à l'extérieur. Et à 5 derrière, il va falloir bien boucher les espaces. Comme vous le disiez, dans le dos, il faut faire attention. Donc,
Le problème, c'est que si vous jouez bas et que vous récupérez le ballon, il y a 80 mètres à faire pour aller mettre le danger chez l'adversaire. Et ça, contre Barcelone, c'est 80 mètres, vous ne pouvez pas les faire. On a entendu Bruno Genesio en conférence de presse dire on va mettre un plan anti-Messi en place, Giroud. Ça serait quoi le plan anti-Messi? C'est dire on peut trouver un plan anti-Messi quand on est adversaire du Barça? Ouais. Ouais, il faut, pour neutraliser un joueur, il faut qu'il y en ait un premier qui se jette dessus et le deuxième qui couvre. Donc il faut faire en sorte qu'à chaque fois qu'il est démarqué, susceptible d'avoir la balle, il y en a un qui le prend tout de suite et un qui couvre. Et là, on peut. Encore qu'il va tellement vite dans ses touches de balle qu'il peut prendre les deux. Et ça crée des espaces aussi pour les partenaires, pour les autres, Jean-François Le Pérez. triangle Dombélé, Ferland Mendy, Marsal sera essentiel ce soir. Faut qu'il y ait une entente entre les trois, pour essayer Messi, de quadriller. qui en général, malgré tout, a une position préférentielle plutôt sur la droite, donc sur le côté gauche de la défense lyonnaise. Si ce triangle-là arrive à faire son boulot, à se partager la tâche et à ne pas lui laisser évidemment le terrain et la distance qu'il adore, le match sera peut-être différent. Mais bon, s'il y avait un vrai plan Messi, ça fait 15 ans qu'on le sort. On en a un peu parlé tout à l'heure. Le Barça a un peu baissé en force collective et s'en remet quand même de plus en plus à Messi. On a l'impression que des fois il regarde en attendant qu'il sorte un lapin du chapeau. Comme l'Argentine. Voilà. Giroud, vous brandissiez le carton, le carton jaune ou le carton rouge? Attention à pas défendre irrégulièrement, parce que les cartons, ça va vite en Ligue des Champions. Surtout quand il y a une grande équipe et une qui est un peu moins grande. Ça, c'est certain. Dans une minute, le coup d'envoi de la rencontre, on entend l'ambiance monter au Nou Camp. Il y a eu l'hymne de la Ligue des Champions. Ce qui est certain, Nabil Djellit, c'est que ce ne sera pas le même match et pas le même score lors de la rencontre aller. Non, mais c'est après, pas possible. Ce scénario est impossible ce soir. Vu les acteurs qui sont présents, vu façon tempérament offensif naturel de cette équipe du FC Barcelone, il y a aussi des garçons dont on n'a pas parlé, mais Coutinho par exemple, c'est un flop pour l'instant. Peut très bien se réveiller, des joueurs de talent, ça ne manque pas, mais je pense qu'il y en a aussi de l'autre côté. On n'a pas parlé de Moussa Dembélé par exemple, du côté lyonnais, qui a croisé la route du Barça il y a quelques années avec bonheur du côté du Celtic Glasgow. Je crois qu'il avait mis un doublé. Ça serait bien qu'ils soient inspirés ce soir et qu'ils se rappellent à leurs bons souvenirs. On se retrouve pour l'analyse en direct et évidemment après 23h jusqu'à 23h30 pour le débrief avec Nabil Djellit, Grégory Schneider, Jean-François Pérez, Laurent Fournier et Giroud. Dans un instant, le coup d'envoi. Nos auditrices et nos auditeurs vont suivre la rencontre avec le son et l'image dans le studio Pierre Bellemare. Il est 21h.